Bienvenue au Proprio Podcast, le rendez-vous des passionnés d'immobilier multirésidentiel et commercial où on dit les vraies affaires. Des chroniqueurs, des invités, des discussions franches, nos opinions sans filtre. Pour les investisseurs, développeurs, promoteurs et proprios engagés. Animé par Michael Faleski et Karine Mercier. Le Proprio Podcast où l'on parle immobilier. Bienvenue à une autre chronique du Proprio Podcast. Aujourd'hui, on reçoit Yvan Fournier de chez Barricade Fiscaliste qui vient nous partager là, son expertise, ses conseils aussi pour optimiser nos investissements. Il y a quelques sujets pour nous. Là, de quoi tu voulais parler aujourd'hui? Bien, entre autres, je vous propose peut-être d'aborder le sujet des sociétés en commandite. Le sujet, c'est une bébête un peu spéciale, puis c'est ça, c'est pas, je pense que c'est pas maîtrisé par tout le monde. Puis c'est bien correct, là, comme on dit, c'est assez complexe. Fait que c'est le but peut-être de justement donner un petit peu plus de jus, donner quelques réflexes là, sur ce véhicule-là là, qui est la société en commandite. Véhicule qui peut être très intéressant, mais avec quand même beaucoup utilisé pour des gros projets, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui, malgré leur utilisation, parfois, ils ne comprennent pas tout à fait. Là, il y a beaucoup de détails là, autour de exact. ça. Puis... Exact. C'est pas tous les projets qui se prêtent à ça. Entre autres, puis on peut donner quelques exemples. Là, c'est sûr que. Puis on peut peut-être commencer aussi, là, si tu permets, on peut faire un petit recap sur qu'est-ce que la société en commandite. Oui. Grosso modo, la société en commandite, c'est un véhicule, comme je disais, quand même très intéressant, notamment d'un point de vue juridique. Entre autres, ça offre une responsabilité qui est limitée à ses commanditaires. Donc, on a un concept de commanditaire et un concept de commandité. Le commandité va prendre le risque au niveau de la responsabilité. Puis les commanditaires, eux autres, souvent, ça va être des personnes qui vont mettre la mise de fonds. Puis ils vont voir on veut créer dans un contexte comme ça d'investisseurs, on veut créer une espèce de barrière de responsabilité limitée. Puis ça, la société en commandite offre cette possibilité-là d'un point de vue juridique. Versus la société de personnes, ou ce qu'on entend, là, en fait, la société de personnes au point de vue fiscal. Au niveau de la société de personnes, ben, on a, comme on disait, la société en commandite, puis on a aussi la société en non collectif. D'un point de vue juridique, mais la société en non collectif, elle n'offre pas une protection limitée. Elle offre, dans le fond, c'est une protection qu'on va dire qui est illimitée ou une protection ou une responsabilité, en fait, qui est responsabilité solidaire et conjointe. Donc, de sorte que si mon partenaire, pour ça de raison, manque de fonds ou n'a plus d'actifs ou n'a plus de patrimoine, bien, à ce moment-là, la banque peut se retourner facilement vers l'autre partenaire. Puis si lui est solvable fois 1000, bien, ils vont collecter ce gars-là fois 1000. T'sais. Fait que c'est là un peu l'intérêt puis on l'entend beaucoup justement dans le domaine immobilier, l'intérêt de la société en commandite, donc d'avoir une responsabilité qui est limitée. D'un point de vue fiscal, c'est un véhicule quand même aussi également intéressant, dans le sens où, comme je disais tantôt, fait partie d'un chapeau là, qui s'appelle la société de personnes. Donc, ça, c'est une entité transparente aux fins fiscales. Donc, ça, c'est intéressant. Ça permet de rapatrier les revenus, les dépenses du parc immobilier à un endroit qu'on désigne, ou en fait, dans le cadre d'une planification, on va rapatrier les revenus et dépenses à une même place. C'est souvent ça l'avantage d'avoir la transparence de cette entité-là. Puis est-ce que c'est comme une incorporation que la société en commandite fait son rapport d'impôt ou c'est chacun? C'est pas exactement... Oui, il y a une déclaration à faire. C'est pas nécessairement une déclaration de revenus, puisque la société en commandite ne payera pas d'impôt elle-même. C'est comme une SENC un peu. Il va y avoir une déclaration à faire de chaque individu dans la SENC, mais chacun va mettre son pourcentage d'impôt sur, après ça, c'est... Exactement. Okay. Exactement, dans le sens où... Bien, effectivement, ça peut être des individus, ça peut être aussi des compagnies, des sociétés par action. Mais oui, chacun des associés, entre guillemets, donc soit le commanditaire ou soit le commandité, va recevoir une quote-part de la société en commandite. La société en commandite, elle va comptabiliser ses revenus, ses dépenses. Elle va dire, OK, parfait, j'ai 2 millions de revenus, j'ai 1,5 million de dépenses, donc j'ai 500 000. Ouais. Ensuite, elle va distribuer ce 500 000-là, la quote-part des revenus, d'un point de vue fiscal, elle va être attribuée à ses commanditaires, puis à le commandité. Le commandité, généralement, détient une participation très minime. Là, on va parler d'entre 0 et 1 % souvent qu'on voit. Là. Donc, comme on disait, c'est lui dont la responsabilité est engagée à 100 %. Donc, c'est vraiment là, le but, c'est d'avoir justement une redistribution, une attribution pour dire, bien, en ayant une entité transparente, bien, si moi, j'ai un parc immobilier déjà que je détiens, puis que là, j'ai des pertes dans un nouveau projet, bien, ça peut être intéressant d'aller chercher justement cette responsabilité-là limitée en tant que commanditaire, puis d'avoir la perte fiscale qui remonte dans ma compagnie, dans mon parc immobilier à moi, pour aller chercher
un gain, là, une économie d'impôt là, sur, en fait, un gain à court terme. Donc ça, c'est un avantage de la société en commandite. Par contre, qu'est-ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas adapté à tous les types de projets. Quand on parle d'un projet d'optimisation, là où ça blesse la société en commandite, c'est souvent dans le cadre d'un refinancement. Donc, il y a des règles fiscales, c'est quand même assez complexe ces règles-là, mais grosso modo, si on les résume, des règles fiscales qui empêchent le déploiement de surplus. Donc, si on a un projet, un parc immobilier ou un immeuble à revenus qui a généré un certain cash flow au fil du temps, bien, il peut y avoir eu des impôts payés en quelque sorte là, par les commanditaires et le commandité. Donc là, il y a une augmentation de la participation. Ça, c'est quand même assez complexe, mais grosso modo, ce qu'on voit souvent dans le domaine immobilier, c'est qu'on reporte l'impôt de façon ultérieure, à un moment ultérieur. Donc là, à ce moment-là, c'est quand il arrive un refinancement et qu'on n'a pas encore payé d'impôt sur les revenus locatifs, parce qu'on a tout le temps, par exemple, ramené l'impôt à zéro avec l'amortissement ou X, Y, Z dépenses. Là, c'est là que si on sort de l'argent d'un refinancement à cause d'une plus-value, à cause de la capitalisation, à cause de ci, de ça, c'est là qu'il souvent se crée un problème. Il se crée un problème d'imposition immédiat au niveau des commanditaires si on reprend plus que notre mise de fonds. C'est souvent là, dans les projets d'optimisation, c'est souvent là où, comme je disais, c'est souvent là où on rencontre des problématiques. À savoir que j'ai repris ma mise de fonds, j'ai repris du take-out supplémentaire, là, c'est là qu'il arrive un impôt immédiat, puis là, que personne n'a vu venir. Fait que ces projets-là, puis, comme je disais, ces projets-là d'optimisation, ben, c'est un bel exemple de dire, ben, c'est peut-être pas le véhicule, c'est peut-être pas la société en commandite. On peut être dans une compagnie qu'on devrait le mettre, ou peut-être dans un véhicule, soit une copropriété indivise, ou soit carrément une détention directe, là, qu'on pourrait dire, et non pas passer par la société en commandite. Donc, c'est un petit peu ça de faire attention. Ce véhicule-là, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, mais c'est juste qu'il est plus complexe. Donc là, ça demande un contrat, une convention de société en commandite. Donc là, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut travailler avec des professionnels un petit peu plus compétents, entre guillemets. Après ça, au niveau du suivi fiscal, c'est plus complexe que juste suivre là, une comptabilité pour un immeuble locatif. Fait que même chose, il faut probablement avoir un fiscaliste pas loin, avoir un comptable qui est plus ferré un petit peu dans le guillemets. Habitué à gérer ça. Ouais. Exactement, parce qu'il y a un suivi, tu sais, au niveau de, je vais faire un parallèle, au niveau d'une détention d'action, mais mon prix d'action, ma valeur d'action bouge, mais mon prix d'action, le prix que j'ai payé aux mes actions, ce qu'on appelle le capital versé puis le PBR, le prix de base rajouté des actions, ça ne bouge pas dans le temps à moins de faire des transactions. Par contre, au niveau d'une société en commandite, d'une société de personnes, à chaque année, le PBR de ma participation, le prix de base rajouté de ma participation va bouger. Il va soit être augmenté, soit diminuer. Donc, à chaque année, il faut faire un suivi comptable, fiscal de cette participation-là, de la quote-part de chacun des partenaires. Puis c'est ça souvent qui n'est pas bien fait. Puis quand on arrive pour transiger quelques années plus tard, bien là, souvent, on n'a pas de suivi. Puis là, ça vient vite laborieux de remettre tout ça en place, de revoir puis d'arriver avec des chiffres précis au niveau des attributs fiscaux. C'est souvent ça aussi qui est problématique, là. Donc, grosso modo, ce que je veux dire par là, c'est que ton coût d'entretien annuel pour cette structure-là va être quand même plus élevé que juste avoir une compagnie ou juste avoir une détention, là, soit une détention personnelle ou une détention via un partenariat immobilier là, de 2 compagnies, par exemple. Est-ce qu'on voit parfois les gens faire une SEC pour exemple, développer un terrain, faire un projet immobilier, sachant qu'à la fin, une fois l'immeuble livré, ben, c'est rare qu'on va aller retrouver plus que la mise de fonds. Des fois, c'est même un peu moins, puis on doit laisser l'argent dans le projet. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus avantageux. On n'a pas d'impôt nécessairement surprise à payer. Est-ce que parfois, tu vois les gens faire ce genre de véhicule-là, puis au bout de 5 ans, quand vient le temps de refinancer l'immeuble, ils vendent ou ils créent une incorporation pour finalement, ils changent puis ils sortent de la SEC. Est-ce que ça arrive, ça? Exact. Dans un projet ou dans un type de projet qui génère du revenu d'entreprise, ben oui, effectivement, la société en commandite peut être drôlement intéressante. On va chercher la responsabilité limitée, comme on a jasé. Puis effectivement, qu'à mesure qu'on fait du profit, qu'on a des coûts au départ, souvent qui est financé dans un lotissement de terrain. Bon, il peut y avoir du financement dès le début, mais des fois, il y a beaucoup de mise de fonds qui est mis dans ces projets-là. Donc là, c'est sûr qu'après ça, mais oui, c'est sûr qu'il y a des dépenses, il y a des infrastructures à mettre, mais ça, c'est souvent tout capitalisé dans l'inventaire de terrain. Donc, après ça, quand on commence à vendre les terrains, bien là, c'est là qu'on va générer, on l'espère, on va générer du profit sur la vente de terrain. Puis là, à ce moment-là, à chaque fois qu'on génère des bénéfices, des profits, bien là, ça augmente notre participation. Donc, généralement, dans ces dossiers-là, il n'y a pas de problématique parce que c'est pas nécessairement
c'est pas nécessairement du refinancement qui n'a jamais été imposé. C'est on a une vente de terrain qui génère du profit sur laquelle je m'impose. Puis là, ultimement, quand je reprends le cash qui a été encaissé via la vente des terrains, bien là, j'ai pas de problème à décaisser ma société en commandite. Donc, c'est vraiment dans un contexte comme ça, entre autres, c'est un type de projet. Une structure, là, c'est sûr qu'on parle de plus gros projets, mais exemple qu'on a un projet de plus grosse envergure dans lequel, exemple, je ne sais pas, moi, le gouvernement pourrait embarquer, la FTQ ou un organisme similaire, ou peu importe. Mais là, bref, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'à partir du moment où on a une entité gouvernementale qui, elle, ne paye pas d'impôts, bien là, elle, si on est en partenariat, elle va probablement tout le temps exiger que ça soit fait dans une société en commandite. Parce que d'avoir le gouvernement qui n'est pas un payeur d'impôts, qui ne paye pas d'impôts, si on met notre projet dans une compagnie qui, elle, paye l'impôt, c'est pas intéressant pour le gouvernement. Fait qu'ils vont dire, regarde, moi, donne-moi ma cote-part, puis moi, ma cote-part va être non imposée, puis toi, ben, ton bord, toi, tu vas payer d'impôts parce que de toute manière, tu en paierais. Ces structures-là, puis tu sais, quand on parle de projet avec le gouvernement, ben, on s'entend que c'est pas un 6 logements. Je ne vais pas cogner à la porte du gouvernement pour être. Ça te tente-tu d'être partenaire avec moi pour un 6 logements? C'est pas vraiment ce genre de projet-là. Par contre, si tu avais un projet de 600 unités, ben là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil, parce que là, on parle de gros sous, et peut avoir justement une implication du gouvernement à cet effet-là. Fait que ce genre de projet-là est intéressant là, pour la société en commandite. Excellent, excellent. Puis, bon, j'espère qu'on n'en a pas trop mêlé là, pour les sociétés en commandite. C'est assez compliqué. J'imagine que vous, chez Barricade, je pense que vous donnez des cours parfois en ligne. Oui, exact. On offre différentes conférences, tout ça. Puis oui, effectivement, après ça, si jamais vous avez des questionnements à savoir, OK, c'est-tu la bonne structure, c'est-tu le bon véhicule pour moi, ben tu sais, on offre du service conseil. C'est ça notre core business. Fait qu'on offre du service conseil. Fait que n'hésitez pas à venir vous analysez le projet des gens, puis là, vous venez leur dire, ben écoutez, vous êtes mieux de faire ça au lieu d'une SEC ou... Tout à fait. On va y mettre des recommandations. On va regarder la trame factuelle. On va regarder aussi qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi la structure qui est déjà en place. Puis effectivement, après ça, on va soumettre des recommandations à savoir, c'est-tu intéressant de créer ou d'acheter un immeuble avec cette structure-là ou non? Ouais. Puis pour les gens qui partent un peu de zéro, là, qui n'ont pas d'avocat ou qui n'ont pas nécessairement de comptable qui sont bons dans l'immobilier là, ou qui en font, est-ce que vous avez des gens à qui vous faites affaire, des avocats, des comptables, que vous êtes reliés, que vous pouvez comme faire un genre de package deal pour le client? Bien, tout à fait. On a des collaborateurs, autant que comme vous, au niveau de la gestion immobilière, autant justement au niveau des avocats, des notaires, tout ça, on a déjà un réseau en place. Naturellement, comme on dit à tous nos clients, nous, en fait, on ne sort pas aucun professionnel là, d'aucun client. Là, on travaille avec vos professionnels en place. Puis effectivement, que si, pour toutes sortes de raisons, vous débutez, vous voulez changer vos professionnels, bien là, oui, effectivement, on va vous faire des recommandations, mais on n'exige pas que vous travaillez avec nos professionnels. Là, on n'a pas cette prétention-là. On continue avec vos professionnels en place. Puis si jamais, comme on disait, si jamais il y a des modifications que vous voulez apporter ou carrément, si jamais vous n'avez pas encore de professionnels qui vous suit, qui vous accompagne, mais à ce moment-là, oui, on peut vous en recommander. Excellent. Bon, bien, merci beaucoup pour cette deuxième chronique. Si jamais ce n'est pas encore fait, pour ceux qui nous écoutent, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous aussi sur Balados, Spotify, les autres diffuseurs podcasts là, pour être sûr de rien manquer.